Oui. Bonsoir, mesdames, messieurs. On se retrouve avec Midrash Yehuda Manito. On a le mérite de pouvoir écouter le Rav Eitan Fison. Nouvelle série, renouveau en fait. Tu continues de nous parler des Dmouyot, des rabbins, et tu veux nous parler des rabbins sionistes, et tu veux nous parler d'un rabbin cow-boy ce soir, des Chavod. Exactement, Boker Tov, enfin Boker Tov, Erev Tov les Koulam, Erev Tov. Et après notre série incroyable sur les 10 séances de Israël, je t'aime, bien qu'on pourrait encore continuer à parler de notre amour sur Israël, mais bon, voilà, il y a un moment donné, il faut revenir. Peut-être qu'on proposera autre chose quand on aura terminé notre série de personnages incroyables. Et donc, on revient sur les personnages qui ont contribué à créer le renouveau du peuple juif en terre d'Israël. Et aujourd'hui, eh bien, je voudrais vous parler effectivement d'un rabbin qui est aussi un cow-boy, mais au-delà de cela, il est un personnage qui est tellement inconnu au bataillon, alors que vous allez voir que c'est une figure emblématique et incroyable de la résurrection nationale. Je parle d'un homme qui naît en 1891. En 1891, en Pologne, dans la ville de Grodzik. Et il naît là-bas, il va perdre son père très jeune, il aura à peine 1 an, et 6 mois plus tard, il perd sa mère également. Et donc, il se fait recueillir, il va être éduqué par ses grands-parents. Mais ses grands-parents ne sont pas n'importe qui, puisque son grand-père n'est autre que le rabbi de Khanchin, à Rebbe Mikhanchin. On parle de dynastie chassidique qui sont les directs successeurs du Chosé de Lublin et de Rabbi Elimelech de Lijansk. Donc on parle des plus grandes familles chassidiques, des cours chassidiques comme on l'appelle à l'époque, et notre jeune garçon qui est recueilli par son grand-père, eh bien tout le destine à être le futur rabbi, à être le futur rabbi de Bachenchin, tout simplement. Ses parents meurent juste après avoir donné naissance à son petit frère. Ils ont à peine 6 mois, 7 mois d'écart entre les deux. Et sa mère meurt en couche de son petit frère qui est né prématuré mais qui va survivre quand même. Et, et voilà. Et voilà, son père meurt juste après l'avoir mis enceinte et elle-même meurt en couche. Bon, malheureusement, lo aleno, lo alechem. Mais les deux petits jeunes, et surtout celui qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, grandit et est formé pour plus tard prendre la succession de papy. Le problème, c'est que Talmid Racham, c'est pas ça le problème, il est un Talmid Racham, reconnu et apprécié de tous, tout va bien de ce côté-là, mais le truc qui va pas, c'est qu'il n'a pas envie de devenir rabbi. Il n'a pas du tout envie de devenir rabbi. Alors, c'est pas qu'il est en révolte contre la Torah ou quoi que ce soit, mais il a un rêve. Il ne veut pas rester diriger la communauté à Hanshin, mais il veut partir en Eretz Israël. Et donc, à l'âge de 23 ans, en 1914, il prend ses clics et ses claques et il s'en va. Et il vient en Eretz Israël. Pour cela, il est mévater à la Admorut. Alors, j'aimerais que vous compreniez 2 secondes de quoi on parle. L'évater à la Admorut, c'est-à-dire renoncer au fait de devenir le prochain rabbi, c'est quelque chose qui ne se voit jamais. C'est-à-dire que bien au contraire, dans les cours chassidiques, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Le rabbi, il a 5 fils, ben, tout d'un coup, les 5 fils, ils vont habiter à 5 kilomètres l'un de l'autre, et à chaque fois, il crée une nouvelle chassidoute. Rabbi de truc, rabbi de schmunz, rabbi de schmach, ben oui, c'est pas très compliqué. Je vous montre juste ça, et vous allez comprendre tout de suite. Où est-ce qu'il est mon tableau? Hop là, mon tableau. Où es-tu, tableau? Tableau, où es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Voilà. Rien que je vous montre mon tableau, vous avez compris. Attends. Hop là. Voilà. Si je vous montre mon tableau, vous avez compris. À l'origine, on avait, allez, une petite dizaine de rabbins. Et vous voyez qu'après,
plus les générations passent, et plus on a des petits carreaux, des petits carreaux. C'est à chaque fois le frère, le cousin, le machin, qui a voulu devenir rabbi à la place du rabbi. Donc, lui, il fait quelque chose qui est très, très, très atypique, et il renonce à la Hadmourout pour partir en Eretz Israël. Il arrive donc en 1914, mais ça ne va pas marcher. Il ne restera que quelques mois en Eretz Israël et il sera mis dehors par les Ottomans. Et oui, car il est polonais, donc il est dépendant de l'Empire russe. Et le problème, c'est que les Russes sont en guerre contre l'Empire ottoman. Donc tous les ressortissants de la Grande Russie eh bien, sont expulsés d'Eretz Israël. Il repart donc en Pologne. Le rêve est brisé. Bon, mais il reste quand même dans un coin de sa tête. En 1917, alors qu'il voit la déclaration Balfour arriver, eh bien, il décide de faire partie de ceux qui, en Europe, vont être parmi les fondateurs du Mizrahi. Attendez, mais c'est qui ce garçon? Eh bien, il s'appelle Rabbi Yeshayahu Shapira. Rabbi Yeshayahu Shapira, celui qu'on appelle le Rabbi Cowboy. Enfin, on verra un peu plus tard c'est quoi cette histoire de cow-boy. En tout cas, notre Rabbi Yeshayahu Shapira, en 1926 donc, en 1917, à l'âge de 26 ans, il fait partie des fondateurs du Mizrahi. Et c'est en 1920, après la guerre, qu'il revient en Eretz Israël. Zéou, il rentre à la maison. Et à ce moment-là, bah, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un rabbin. Alors, bien qu'il ne veuille pas être Admour, je vois que oh, merci beaucoup. Rallume ton micro. Ça y est, c'est parti. Bekitsour, en 1920, donc il revient en Israël. Il est rabbi. Alors, il ne veut pas être rabbi, mais il est rabbin parce qu'il a été mousmach la rabbanout. Alors, tu vas me dire, il ne veut pas être rabbi, mais peut-être qu'il va devenir rabbin, je ne sais pas moi, grand rabbin d'Israël. Non, pas du tout. Il n'est pas du tout dans le délire, si je puis dire, de la rabbanout. Et en 1920, il devient Rosh Machleket Aliyah Bamizrahi. Mais oui, parce que pour lui, c'est pas le tout de venir en Israël. Il faut faire venir les autres. Sinon, ça marche pas. Et donc, eh bien, c'est dans l'action qui compte du Mizrahi, Zélos Faradi, Poème Yahadut Ashkenaz, lo. Mais quel rapport avec la soupe? Le Mizrahi n'est pas une organisation séfarade. Le Mizrahi, c'est la branche religieuse de l'organisation sioniste mondiale, qui est dirigée par le Rav Reines, qui n'est pas vraiment séfarade sur le bout des doigts. Mais c'est-à-dire, il y a des séfaradim évidemment dans le Mizrahi, mais c'est pas, ça s'appelle pas Mizrahi parce que séfarade. Ça s'appelle Mizrahi parce que ça pointe vers l'est, vers Israël. Depuis l'Europe, eh bien, Israël est à l'est. Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'organisation de l'est. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est séfarade ou ashkénaze. Bekitsour, eh bien, à un moment donné, on y reviendra, à un moment donné, il rentre en machloquette, si je puis dire, avec le Mizrahi, leur reprochant de vouloir être simplement mashpia velo poel, c'est-à-dire que pour le Mizrahi, l'idée c'était de donner des idées, de faire en sorte que certains idéaux commencent à rentrer les athlètes. Lui, il veut agir et donc il se sépare du Mizrahi pour créer à Poel à Mizrahi. C'est-à-dire toujours religieux, mais dans l'idée de ce qu'on appelait à l'époque l'organisation Torah Ve'avoda. Au boulot! En 1929, il a 38 ans et il va faire quelque chose d'incroyable. D'incroyable. Pourquoi incroyable? Eh bien parce que si je vous dis, là, comme ça juste pour le kiff, si je vous dis Shalom Arshav, Shalom Arshav,
A priori, vous ne vous imaginez pas tout de suite des religieux barbus. J'imagine. Et pourtant, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Shalom Arshav a eu un premier Gilgoul. Et le premier Gilgoul de Shalom Arshav, eh bien, est un Gilgoul religieux. Ben oui, puisque le premier Gilgoul de Shalom Arshav ne s'appelle autre que Brit Shalom, ve Brit Shalom, il en fait partie. Cette volonté de faire la paix avec toutes les personnes qui nous entourent le plus rapidement possible, eh bien, c'est un idéal qu'il prône. Et d'où le volte-face, en 1929, après le pogrom de Hebron, il comprend que la paix Puchimuchi avec les Arabes, ça ne sera pas possible, et donc il s'enrôle dans la Haganah. Et il a 38 ans, le bonhomme, avec sa barbe, ses péotes et tout ce que tu veux, hein. En 1933, comme il s'embêtait, eh bien, il a pris un rôle qu'on lui a donné, un rôle tout à fait en opposition avec le style vestimentaire, barbique du personnage. Il devient directeur de banque. Oui, oui, il n'a jamais fait des études de marché ou des études de finance ou quoi que ce soit, mais il sait diriger des hommes par son charisme. Et donc, on le met directeur de la banque Zerubbabel. Eh ben, et il faudra attendre jusqu'en 1942, 3 ans avant sa mort, pour qu'il réalise son rêve de devenir le cow-boy qu'il a toujours voulu être. Mais je garde mon histoire de cow-boy pour la fin. On a un personnage donc qui a une vie absolument incroyable, mais qui a tout autant un enseignement fondamental. Et je vous propose de rentrer avec moi dans l'univers du Admour Achaloutz. Lorsqu'il arrive en Israël, ça c'était son rêve. Mais en 1924, il va être témoin de 2 événements qui vont avoir une marque, un impact sur lui énorme, mais qui vont commencer sa réalisation publique. En 1924, arrive en Israël avec une partie de sa communauté le Admour de Yablona. Oui, les années 20 voient arriver plein de rabbis chassidiques en Israël. Et donc en 1924, le Admour de Yablona arrive et veut s'installer, veut créer un village avec ses chassidim. Ce village, il s'appellera Nachalat Yaakov et il se trouve Be'emek Israël. La même année, un autre rabbin, lui aussi de Pologne, le rabbi de Koznitz, lui aussi décide de venir en Israël et il décide de créer son village sur les fleuves du Kishon à côté de Haïfa et il va l'appeler Avodat Israël. On est loin de tous les villages kibbutzim, c'est tous des noms religieux, c'est tous à Shomer Hatzaïr. Non. Le problème, c'est quoi? C'est que ni Nachalat Yaakov, ni Avodat Israël ne marchent. Ça ne marche pas. Et c'est là qu'intervient Rabbi Yeshayahu Shapira. N'oubliez pas qu'il a un joker. Il a une carte dans sa manche, dans son jeu. Il est le petit-fils du rabbi de Kranjik, de Krojnik, de Hanchin après. Et pourquoi c'est une carte importante? C'est une carte très importante parce que son grand-père, eh bien son grand-père est connu partout. Chassidut Hanchin, c'est comme tu me dis aujourd'hui Chabad. Les mecs, ils sont connus de partout. Et donc, comme il est connu de partout, le rabbi de Hanchin, c'est un nom. Tu viens en tant que petit-fils d'eux, donc on accepte de te recevoir. Et c'est comme ça qu'il va être reçu par les 2 rabbis. Il leur donne aux 2 rendez-vous sans leur dire que l'autre va venir. Ok? C'est un guet-apens. Et il décide de donner rendez-vous entre Haïfa et Emek Israël.
Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, une fois que les trois se rencontrent, il leur dit, mais enfin, vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce que toi, tu n'as pas assez de main-d'œuvre et toi, tu n'as pas assez de main-d'œuvre. Et que quand on veut créer un nouveau kibbutz, un nouveau yishuv, religieux ou pas, c'est pas le problème, on ne vit que de ce qu'on produit de la terre. Donc, si tu as assez de bras, tu produiras assez et tu pourras vivre. Si tu n'as pas assez de bras, tu ne produiras pas assez. Et en plus, si tes bras, la moitié de son temps, ils sont au Beth Midrash, alors il te faut encore plus de bras. Et c'est là que notre Rabbi Ishayahu va leur dire, je sais bien que vous ne pouvez pas vous encadrer tous les deux, parce que vous êtes tous les deux des rabbis chassidiques, et donc c'est un peu la guéguerre. Mais pourquoi vous ne vous metteriez pas ensemble pour faire votre issue, et juste vous faites deux synagogues? Comme ça, vos chassidim ne se mélangent pas, ils étudient chacun séparément, ils prient séparément, mais par contre, ils bossent ensemble. Et bien, vous savez quoi? L'idée plaît. Et ils vont le faire. Et ils vont finalement réussir à créer un village qui, lui, va tenir très bien. Et vous le connaissez peut-être, ce village, il s'appelle Kfar Hasidim. Et donc, Kfar Hasidim, c'est la réussite de notre Rabbi Yishayahu Shapira. Alors, comme on a dit, le Hadmo Achaloutz est tourné principalement vers l'Alia. Il est tourné principalement vers l'Alia parce que pour lui, il s'agit de, tout simplement, de l'idéal du peuple juif. Et voilà ce qu'il écrit par rapport à l'Alia. Il écrit la chose suivante. בצער ובגעגועים אנו נזכרים בימים האלה, בחגים ובמועדים שהיו לנו בימי קדם. אז היו כל ישראל, מדן ועד באר שבע, עולים 3 פעמים בשנה, לראות ולראות ולשמוח בהר בית השם. On se souvient avec tristesse et avec énormément de l'engouement quand on parle de ces jours de fête, où en fait on venait à l'époque au Beth Amikdash. De Dan jusqu'à Beersheba, tout le monde se réunissait au Beth Amikdash. גדול היה ערכו של כינוס ישראל זה לחיזוק האחדות הישראלית. Le fait de se réunir à Jérusalem tous ensemble est extraordinairement important pour l'unité du peuple juif. הוסרו ההבדלים והסייגים, כולם היו מתקרבים קרבת אחים ומתמזגים לחטיבה אחת, לחוויה ישראלית אחת. Lorsque, à l'époque, tout le monde arrivait au Beth Amikdash, eh bien, il n'y avait plus de séparation, plus de différenciation. On était tous ensemble. Eh bien, nous dit le Rav Shapira, Efshar le Kavot. On ne peut qu'espérer. Chez Atta, que maintenant, Tatril Shuv Aliyah le Regel Be'amon. Yitkabetsu Shuv. ידונו ויגיעו למצוא פתרונים לכל השאלות המסובכות ומתעוררות בחיי היהדות. Et qu'ensemble, on pourra trouver les réponses à toutes les véritables questions nouvelles qui se posent dans la vie du judaïsme. וכאן יהיו נרקמים שוב חוטי האחדות הישראלית. Et c'est ici que seront tissés de nouveau les fils de l'unité du peuple juif. שהתפוררה, סליחה, באלפי שנות החורבן. C'est cette unité qui nous a fait défaut et qui s'est détériorée pendant les 2000 ans de l'exil. Les amis, voilà de quoi on parle. L'Admo Achaloutz, c'est comme ça qu'on l'appellera tout à l'heure, Rabbi Yishayahu Shapira va faire une rencontre. Une rencontre qui va complètement changer sa vie. Et on n'y échappera pas. Dans nos personnages, évidemment qu'on parlera de lui, mais il va faire une rencontre à Yafo du nouveau rabbin de Yafo, qui n'est autre que le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook. Et lorsqu'il rencontre le Rav Cook qui revient d'Europe après la Première Guerre mondiale, il devient immédiatement son élève. Et il écrira le livre Eretz Chefetz. Eretz Chefetz, c'est une compilation de toutes les citations du Rav Cook sur la terre d'Israël. Sauf qu'à ce moment-là, le Admour Achaloutz décide qu'il est temps pour lui
d'aller partir à la découverte de cette terre à laquelle il revient après 2000 ans. Et il commence ses siourim. Il commence les tioulim en Eretz Israël. Et où est-ce qu'il va en premier lieu? Eh bien, il va partir dans le Shomron. Et lorsqu'il arrive à Sébastien chez Shomron, il écrit la chose suivante. שאנו משקיפים על הנוף היפה שמסביב, מתבהרים לנו כמה פסוקים בתנ"ך שהיו עד כה בלתי ברורים, וכאילו קמו לפנינו לתחייה, דברי ישעיהו, על הוי עטרת גאות שחרורי אפרים, וציץ נובל צבי תפארתו, אשר על ראש גיא שמנים עלומי יין. Il dit ce verset, il n'était pas très clair. Mais maintenant qu'on est revenu sur cette terre, à l'endroit duquel le verset parle, eh bien, en regardant le paysage, tout devient plus clair. Advarim einam skukim kan leperush. On n'a pas besoin d'explication. Em charutim bemetziut, bateva, beyofi anof shemisaviv. Les versets sont inscrits dans ce qu'on voit. הנה למטה, הגיא, היפה, הפורה והמסובב והמבורך. Il dit là, regarde, je regarde et je vois la vallée dont le verset parle. Gaïa Shmanim, où il y a énormément d'oliviers. Donc il est là, cette vallée d'huile dont parle le prophète. Berosho Mistarat Agiv'a Mefoara. Il y a la colline extraordinaire, celle dont parle le prophète. C'est là qu'il y avait la capitale de ce qu'on appelle Shomron. Comme une couronne qui est au-dessus du reste. Nous dit ici Rabbi Yishai Shapira, tu ne peux pas comprendre la Torah si tu ne vis pas la topographie, le terrain d'Eretz Israël. Tout simplement, le terrain, Rabotai. Vous savez, c'est comme le verset qu'on a dans Tehilim. Yerushalayim harim savivla. Jérusalem est entourée de montagnes. Alors, soit tu vas expliquer ce que ça veut dire au niveau allégorique, soit tu vas haïr David, la Jérusalem de l'époque du roi David, et tu regardes autour de toi, tu vas voir que tu es entouré des 4 côtés de montagnes, plus hautes que toi. Au sud, les montagnes de Judée, à l'est, le mont des Oliviers, au nord, le Harabait, et à l'ouest, la Giva Maharavit, entouré de montagnes. Donc tout d'un coup, quand je lis dans le verset Yerushalayim, quand je suis là-bas et que je lis le verset Yerushalayim Harim Savivla, j'ai pas besoin de Pérouche. C'est tout simplement ce que je vois dans la réalité. Tout simplement. Et de là-bas, du Shomron, il arrive justement, puisqu'on parle d'elle, il arrive à Jérusalem. Ah là là. Et quand il arrive à Jérusalem, Rabotai, il part au mont des Oliviers. Et qu'est-ce qu'il écrit? כשירדתי במורד הר הצופים והר הזיתים, בדרכי ירושלימה. נדמה היה לי שתנ"ך חי ותלמוד חי פירושים כאן על כל היקום. Proussim, Proussim כאן על כל היקום. J'ai l'impression, en marchant d'entre le mont des Oliviers et Jérusalem, j'ai l'impression que tout simplement la Torah, le Talmud sont tout simplement déroulés devant moi. Kol siach, kol tzemach, kotz שנתקלתי בהם. על כל מדרך כף רגל נדמו לי כפסוקים חיים מתנ"ך ומתלמוד. Toutes les fleurs, les feuilles, les épines que j'ai pu rencontrer, à chaque fois me faisaient penser à un autre verset de la Torah. והרגשתי שנפתחו לפניי שערים לעולם חדש, שהיה סגור ומסוגר עד היום הזה, עולם הצומח. dit tout d'un coup, s'est dévoilé devant moi un monde que je n'ai jamais appris. Mais jamais appris. On ne peut pas connaître ce monde quand on est en galoute. C'est quoi ce monde? La botanique d'Eretz Israël. Je dois vous avouer, moi, c'est un truc qui est aussi, c'est un défaut chez moi,
Je suis pas assez bon en botanique. Mais vous imaginez la botanique d'Eretz Israël. Ces mêmes fleurs qu'on évoque dans la Torah que tout d'un coup je vois devant moi. Quand on voit des espèces de fleurs ou de bosquets où les noms n'ont pas été traduits. Le nom en français, c'est la francisation du nom en hébreu. Ben, des fois, on ne sait même pas de quoi on parle. Quand vous regardez dans la Torah et que vous prenez Agudat Ezov pour faire tous les processus de purification, et qu'en français, le Ezov, on te traduit Isop, ben, on n'est pas avancé. Mais quand tu te balades dans les rues qui mènent à Jérusalem, dans les chemins qui mènent à Jérusalem, et tu le vois sur l'Har Hazetim, Agudat Ezov. Donc tout d'un coup, tu comprends que lorsqu'on te parle de la Para Adouma, ben, on te parle de Agudat Ezov, c'est ce qu'il y a là-bas. De là, notre voyageur d'Eretz Israël, de Jérusalem, il part dans le nord. Il part dans le nord et il va cette fois à Naharaim. Naharaim, Be'ever HaYarden. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas à Naharaim? Bien, il y a une grande station de traitement des eaux. Et là-bas, il dit זכיתי לראות בקיום החזון הנהדר גם בעבר הירדן המזרחה. את הגשר שעל הירדן. אני ניתק מן ההוויה אל העבר הרחוק, אל ימי הילדות של עמנו. גבול אוג מלך הבשן, בני ראובן וגד. עכשיו יהודים עמלים לתקוע לנו יתד נאמן במקום הזה. מסביב שממת המדבר, שממת הדורות, לפתע פתאום, יישוב חדש ומסודר, מלוא תנועה וחיים. כאן יהיה המרכז לאנרגיה ולאור בשביל כל ארץ ישראל. Il dit, mais cet endroit-là de Mahanaïm, cet endroit de Ever HaYarden, c'est l'endroit de la naissance de notre peuple en terre d'Israël. C'est là qu'il y avait la royauté de Og, Melech HaBashan, la guerre que Moshe lui-même a réalisée. Il dit, mais voilà, lorsque j'arrive ici, eh bien, tout d'un coup, je vois la renaissance du peuple juif. C'est incroyable. Et il continue ses tribulations. Il va arriver à Shfarham. Et là, c'est son côté rabbin qui reprend le pas. À Shfarham, vous savez, c'était l'un des endroits où il y avait le Sanhedrin. Et lorsqu'il dit Betseti la shut berachave artsenu, nidme li sheparatzti et gidrot azman, ve'areini shad bechaya netzach. J'ai franchi les limites du temps et je suis dans l'éternité. Avar ve'ahove meurim ze ad shekashe lehavdil benehem. Il dit j'ai du mal à faire la différence entre le passé et le présent. על כל אבן ועל כל גברים פירוסה מגילת יוחסין של אלפי שנים. Il y a chaque endroit lopin de terre, chaque pierre ici nous rattache à toute son histoire. כשיצאתי לסייר את עמק עכו, אושה, שפרעם, שמות כפרים שבסביבה, שבשיאה אחת עברתי על גבי עשרות דורות, לתקופה קדומה בישראל, תקופת השמד והרוגי המלכות והסנהדרין. רבותיי, je te dis, je suis en train de marcher sur l'histoire, je suis en train de marcher dans les endroits où le Sanhedrin a tout mis en place. Et moi, je suis en train de marcher là-bas également. Il arrive également à Kfar Gidon. Et à Kfar Gidon, il dit quelque chose de fantastique. Lorsqu'il arrive à Kfar Gidon, il va rencontrer une école. Il rencontre les élèves de l'école. Et il dit, הלימודים כאן חיים בפי הילדים. וכשמגיעים לשיר ענה לי לדידי, שירת דודי לכרמו, הילדים מבארים בעצמם הכל מן המציאות. Les élèves apprennent dans les champs, ils apprennent les versets et ils connaissent la réalité du terrain.
ויעזקו ויסקלהו ויעטייהו בשורק. בעבודות אלה הם נתקלים כמעט יום-יום. Toutes ces travaux agricoles dont le Tanakh fait référence tout le temps pour expliquer des réalités, eh bien ils disent, eux, ils vivent ces travaux-là au quotidien. וגם כשהמורה שואל לפירוש המילים וקוץ ודרדר תצמיח לך, lorsque le prof il demande mais qu'est-ce que ça veut dire dans le Bereshit, lorsque Dieu il dit il y aura Kotz Vedardar qui vont pousser, et bien toi tu lis Rashi, tu es obligé d'essayer de comprendre avec des explications. Mais il dit mais les enfants de Kfar Gidon, ils lèvent tous le bras et ils ne cherchent pas à donner une réponse avec la bouche, mais ils montrent avec le doigt par-delà la fenêtre et ils disent ben c'est ça Kotz Vedardar. En d'autres termes, pour Rabbi Yishayahu Shapira, le fait de pouvoir recommencer à vivre la terre d'Israël, eh bien, c'est fantastique. Il arrive à Hebron. Et là, il passe le cri du cœur. Parce que lui aussi, il va être arrêté à la 7e marche. Comme tous les Juifs, depuis des centaines d'années, les musulmans ne les laissent pas arriver au-delà de la 7e marche. Et il arrive à la 7e marche, et une fois qu'il arrive à la 7e marche, il crie sa tfila vers Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yalla, on y va. Et il comprend que tout va se jouer dans le Chinour. Cette famille, son frère, Rabbi Kalminus Kalman Shapira, de Pierre Setzna, va devenir finalement le rabbi que lui n'est pas devenu. Donc le petit frère qui a grandi et qui est parti de Khenchin et qui est parti s'installer à Pierre-Setzna, dans la banlieue de Varsovie. Il devient donc le rabbi de Pierre-Setzna, Rabbi Kalminus Kalman de Pierre-Setzna, qu'on connaît très bien pour son livre Esh Kodesh, son livre de tous ces recueils de Divrei Torah qu'il donne durant la Shoah dans le ghetto de Varsovie. En l'occurrence, entre parenthèses, livre qu'il réussira à faire parvenir. Vous savez, c'est toute une histoire, le Esh Kodesh. Esh Kodesh, tous les écrits sont cachés juste avant la destruction du ghetto de Varsovie dans des grandes barriques de lait. Mais il écrit dans les dernières pages de l'œuvre, il écrit si jamais quelqu'un trouve mes écrits, qu'il les envoie à mon frère de Palestina. Et donc finalement, ben oui, les écrits vont être retrouvés, ils vont être envoyés, son frère va les sortir, et ce sera le fameux livre Esh Kodesh. Donc si vous voulez, le rabbi Kalminus Kalman de Persetzna, il est aussi à fond dans le chinour. Mais ils ont tous les deux guichottes complètement différentes par rapport au chinour haïoudi. C'est quoi ces deux guichottes complètement différentes? Eh bien, alors que pour Rabbi Kalminus Kalman, il faut avoir une séparation totale et ultime entre les matières, on va dire Torah, et ce qui n'est pas Torah. D'ailleurs, ce qui n'est pas Torah, on n'étudie pas. Pour notre Rabbi Yishayahu Shapira, eh bien, il faut absolument créer une école moderne. C'est quoi une école moderne? Eh bien, il nous dit Achinuch hadati betzurato hayeshana ha'atika kulo kodesh lo yuchal lרומם את רוחם של צעירינו. החינוך החדש כולו מודרני גם יביא אותנו להתבודדות. להתבודדות par rapport à quoi? Par rapport à la Torah. C'est-à-dire que si on fait que étudier maintenant le profane, ça ne marchera pas. לכן חייבים להקים מסגרת שתלמדנה גם לימודי קודש וגם לימודי חול. Ça nous paraît tellement évident. Ça nous paraît tellement évident, mais ça ne l'est tellement pas. Et Rabbi Yishayahu Shapira va nous dire il faut des écoles où on enseigne et le Chol et le Kodesh. Mais il va aller plus loin. Dans une lettre qu'il écrit au Rav Yitzhak Nissenbaum, lui aussi à Varsovie, eh bien, il lui dit à Kodesh et à Chol, eh bien, ne sont pas antithétiques,
ils sont complémentaires. Et alors que le Rav Nissenbaum parle toujours de Kiddush HaChaim, dit le Rav Shapira, bien sûr, mais attendez 2 secondes, le Kiddush, il vient d'où? De la Chaim. C'est-à-dire que le Kodesh ne peut pas être enseigné sans le Chol. Car le mot Chol ne veut pas dire profane, mais le mot Chol veut dire l'endroit où le Kodesh peut lachoul, peut résider. En d'autres termes, il n'y a pas de Kodesh sans Chol. Et c'est vraiment une marloquette énorme avec son frère. Mais l'homme est chané. Il va prendre une position énorme, fantastique, tellement drôle. Il devient l'un des plus grands, fervents adeptes et défenseurs de ce qui était extrêmement mal vu par les rabbins du Mizrahi. Qu'est-ce qui était mal vu par les rabbins du Mizrahi? Une petite organisation, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelait Bnei Akiva. Ah, le Bnei Akiva, c'était très mal vu. Pourquoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, les jeunes entre jeunes pour les jeunes? Ma pitom, ils doivent venir chez nous, les vieux, et apprendre de nous. Dit Rabbi Yishayahu Shapira. אין הילד רוצה להימצא תמיד תחת עול הורים ומורים. שואף הוא לשעה של חירות, שבה יהיה חופשי לנפשו, ואותה יבלה רק בין חברים ובלי עול ומרות עליהם. רק תנועת נוער דתית יכולה לפעול בזה בהצלחה. תנועת נוער, תנועה פנימית של חירות ושל חברות. פעולתה אינה על ידי תוכחה ומוסר, כי אם על ידי יצירת הווי חיי ילדות ונוער טהורים. סיפוק צורכי הילדות והנוער במשחקים, בשעשועים, בעלי תוכן טהור. דרכי ההסברתה באמונות ודעות אינם על ידי הרצאות ונאומים של גדולים, אלא לעורר מחשבה עצמית ולהנחותה במסלול הנכון. Nous dit Rabbi Yishayahu Shapira, l'enfant, il ne peut pas être soit à l'école, soit à la maison. Il doit avoir un moment entre enfants. Et le mouvement de jeunesse, c'est ça qui va marcher. Et donc, créer un mouvement de jeunesse dati va faire en sorte que tu ne vas pas être obligé de leur obliger à faire la tfila ou d'étudier la Torah, mais tu vas leur faire passer tfila et Torah dans une réalité de jeunes par les jeunes pour les jeunes. Ça nous, encore une fois, ça nous paraît tellement évident, ces genres de choses, mais il en est l'instigateur. Et c'est ça qui le rend extraordinaire. Bon, il ne mâche pas ces mots non plus par rapport à Agudat Israël. Par rapport à la Hanaga Haredite, il est très très virulent. Et il dit, c'est à cause de... À cause de quoi? De quoi tu parles? À cause de la Hanaga Haredite. הם מהווים בעיני הסליחה את כלל ישראל, את כל כלל ישראל, ורק לטובתם מופנים את עבודתם, סליחה, במובן ש... וואלה. מתנהלת על ידי אגודת ישראל מלחמת פירוד בעבודת היישוב ובניין הגאולה. Les membres de la Agudat Israël sont en train, donc Agudat Israël c'est qui? C'est les religieux classiques, c'est le Chafetz Chaim, c'est le Chazonish. Ils disent מתנהלת על ידי אגודת ישראל מלחמת פירוד בעבודת היישוב ובניין הגאולה. Dit les rabbins de la Agudat Israël, c'est eux qui font la guerre à la Géoula. היא נבדלת מעל קהל ישראל שאינם נמנעים על חבריה. Ils sont snobs entre religes et ceux qui ne sont pas comme eux, ils ne les acceptent pas. עינה וליבה נתונים רק לאלה המסתופפים תחת דגלה. Ils ne pensent qu'aux gens, qu'aux jeunes qui pensent comme eux. ורק לטובתם מופנים העבודה היישובית. היא חותרת תחת פעולת הכלל על מנת להיבנות מחורבנו. וכל זה בשם דת משה וישראל. Vous voyez comment il est virulent. Il dit, le monde religieux orthodoxe classique ne pense qu'à lui et ne s'occupe que de lui. Et tout ce qu'il fait dans la construction générale, c'est pour lui.
Et encore, ils ont le culot de dire qu'ils viennent au nom de la Torah du Moshe, en se séparant du reste du peuple juif. Chatz v'shalom. Bon, t'as compris, il n'a pas la langue dans sa poche. Mais y compris pour le sionisme laïque. Il dit d'un autre côté, le sionisme laïque, ça ne peut pas marcher non plus. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Mais parce que si tu es détaché de tes shorashim, tu es détaché de tes sources, eh bien, tu ne vaux plus rien. Zéro. Tu ne vaux plus rien. Et donc, tu as besoin de puiser au quotidien dans tes shorashim, dans dans qui tu es, tout simplement. C'est mode pachout. Et donc, nous dit le Rav Shapira, אנחנו הגבלנו תמיד תוכניתנו להשפיע על הציונים מרוח התורה ועל האורתודוקסים מרוח הציונות. שיטה זו כבר נפסלה. De dire que le monde religieux sioniste, il doit influencer les sionistes en religion et les religieux en sionisme, ça ne marche pas. בזמן שהציונות הייתה שאיפה, אפשר היה להסתפק בשאיפה גרידא. בהשפעה גרידא, סליחה. Lorsque le sionisme était un espoir, on pouvait se contenter d'influencer. Au moment où le sionisme est une réalisation, à partir du moment où le rêve devient réalité, à nous de jouer au boulot. Eh bien, les amis, c'est à nous de jouer au boulot. Eh bien, c'est ce qu'il va faire lorsqu'il va créer, comme on l'a dit, l'organisation de Torah Ve'avoda. Zéro. On ne peut pas laisser les gens bosser à notre place. Mais comme on a dit, à la fin de sa vie, en 1942, eh bien, il peut enfin réaliser son rêve. Et son rêve, c'est quoi? C'est de monter sur son cheval et d'aller à Kfar Pines. Et là, il écrit le Mahamar Ve'asita yashar ve'atov. עלינו ליצור כאן צורת חיים שתהיה מותרת לא רק מצד הדין, כי אם גם מצד הקדושים תהיו, וגם ועשית הישר והטוב. היהדות בשום אופן איננה בעד הרכוש, היא אם נגדו. המידה האידיאלית של היהדות היא שלי, שלך, 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 שהיא כפירה ביסודות הרכוש. הקניין היחיד שיש לאדם בעולם הוא העבודה שלו. un peu socialiste et communiste sur les bords. נכון? On est dans la pleine idéologie de on est tous ensemble. On est tous ensemble. Et il achète son cheval, et avec son cheval, il se balade à Kfar Pines et commence eh bien, à vouloir s'occuper simplement de ses, comme on dit, il faut savoir cultiver son jardin. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, chasse naturel, il revient au galop. Et le vendredi soir, tous les vendredis soirs, le rabbin qui a refusé de devenir rabbi, l'héritier qui a refusé de devenir admour, eh bien, tous les vendredis soirs, ce sont des centaines de jeunes qui viennent s'agglutiner le soir de Shabbat au tiche que va donner le faux rabbi, le faux admour, mais le tellement vrai admour cow-boy. Tout le monde vient chez Rabbi Yishayahu Shapira pour voir comment est-ce qu'on a véritablement réussi à conjuguer l'idéal de la Torah avec la reconstruction nationale du pays. Admour Achaloutz, le rabbin cow-boy, le rabbin qui va laisser une trace indélébile sur l'idéologie de la reconstruction nationale. Un homme, comment vous dire, un homme qui, franchement, on n'en fait plus des rabbis comme ça. Et c'est pour ça que je voudrais pas vous quitter sans vous montrer de qui on parle. Et voilà, c'est parti. Hop là. Je ne sais pas si je peux vous partager. Je vais essayer de vous partager. Voilà.
Les amis, l'homme derrière son chapeau et l'homme sur son cheval. Admour Achaloutz, le rabbi Koboy, le rabbi qui va expliquer au monde entier que le Kodesh et le Chol sont les deux pièces, les deux faces d'une même pièce qui vont nous permettre de nous réaliser en tant que peuple juif. Le rabbi Koboy, Rabbi Ishayahu Shapira, Chazak ou Balzac. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il ne s'est pas marié? Si, bien sûr, bien sûr. Il y a une grande descendance des Shapira. Ben, tu nous dis rien. Non, parce que, pour une raison très simple, ils ont eu des enfants, mais aucun n'a voulu prendre un rôle tibouri, quoi. Vous avez dit avoir du mal entre le passé et le présent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Avoir du mal? Vous avez dit il a du mal entre le passé et le présent. Non, pas il a du mal. Pas il a du mal, il n'a pas de mal du tout, au contraire. Il joint les le deux. passé et vit le présent, c'est-à-dire que pour lui, ce qu'il a lu dans le texte, enfin, c'est quelque chose qui prend une réalité dans le présent. D'accord. Et qu'est-ce que c'est la 7e marche? Ah, qu'est-ce que c'est la 7e marche? C'est à Hebron. Oui, c'est à Hebron, c'est dans la Meharat HaMachpelah, dans le caveau de Marpella, le caveau des patriarches. Eh bien, il y avait une grosse porte d'entrée, et pour y arriver, il y avait plusieurs marches. Okay, c'était surélevé, et donc il y avait une quinzaine de marches pour arriver jusqu'à la porte. Et les Arabes, en signe de soumission pour les Juifs, eh bien, ils interdisaient aux Juifs de monter plus haut que la 7e marche. Donc, il y avait un gardien arabe qui était sur la 7e marche, et tout Juif qui voulait passer, il n'avait pas le droit de passer la 7e marche. Cette marche a été détruite en 1967. Lorsqu'on a reconquis Hebron, on a mis des explosifs sur la 7e marche pour détruire la 7e marche, pour que plus jamais on puisse dire à un Juif que tu ne peux pas monter le Meharat HaMachpelah. Je voudrais savoir dans quel ouvrage est-ce que c'est écrit à quel point le rôle est important pour le Kodesh. Alors, on retrouve la lettre dans le Ktav Et. Il y avait un journal. Il y avait un journal à l'époque qui s'appelait Hanir, ou alors Atarbut Israélite. C'est son deuxième Gilgul, c'est le même journal, mais c'est un autre nom. Et c'est là qu'il va publier pas mal de choses. Et il a également laissé sa correspondance qui est imprimée dans ce qu'on appelle Netiva aujourd'hui, qui a recompilé toute la correspondance du Rav Ishayahu Shapira. Et donc ça, c'est une lettre qu'il écrit au Rav Yitzhak Nissenbaum. J'ai oublié de le dire, mais ensemble, ils vont créer le concept qui est mondialement connu, puisqu'il y en a des comme ça dans tout le monde entier, des écoles qui vont s'appeler Tarkemoni. C'est quoi les écoles Tarkemoni? Eh bien, il y en a à Anvers, il y en a à Genève, il y en a pas en France des Tarkemoni, mais il y en a pas mal. Et c'est quoi les Tarkemoni? C'est enseigne-moi. C'est-à-dire que ce sont des écoles où on a le même concept à Yavne, à Lucien de Hirsch, à Maïmo, enfin toutes les écoles de France, quoi. Où on va étudier et le Chol et le Kodesh. L'école Akiba de Strasbourg Et également. l'école Akiba de Strasbourg, bien sûr. Et le frère du Rav, est-ce qu'il a suivi en Israël? Non, le frère du Rav, Rabbi Kalminus Kalman de Pierre-Setzna, va être une des victimes de la Shoah. Il mourra dans le ghetto de Varsovie. Le frère, le frère est mort à Travniki, dans le camp de... Alors, c'est pas clair. Est-ce qu'il est mort à Treblinka ou est-ce qu'il est mort dans le ghetto? De ce qu'on a pu recevoir de certains textes qui viennent de Linglenblum, c'est-à-dire de Onek Shabbat, il semblerait qu'il est mort en montant dans le train. Donc, il y a des gens qui disent qu'il est mort déjà dans le ghetto, d'autres qui disent qu'il a survécu jusqu'au camp, et c'est là-bas qu'il est mort. Bon, j'ai envie de te dire, je ne sais pas ce qui est mieux pour lui. Est-ce que c'est mieux pour lui d'être mort dans le ghetto ou d'être mort à Treblinka? Aucun des deux. Voilà. Parmi les livres qu'il a écrits, il n'y a que le Eretz Refetz. Alors,
il y a Eretz Refetz où en fait, c'est pas de lui en vrai, Eretz Refetz. Enfin, si, c'est de lui, mais c'est lui qui compile. Mais si vous voulez, Eretz Refetz, c'est des citations du Rav Kook. Oui, oui. Mais il écrit également le livre Ve'alenu Amelacha Ligmor. C'est en fait un recueil de tous ces Mahamarim où il dit qu'il faut bosser. Quel est le Ve'alenu nom? Amelacha Ligmor. Et c'est à nous de Na'alenu. Ve'alenu, et c'est à nous de terminer le travail. Amelacha Ligmor. Et au-delà de ça, il y a beaucoup, comme on a dit, d'articles qui ont été publiés dans les différents journaux à son époque. תודה רבה. Chazak Baruch. יישר כוח. Est-ce que À très bientôt. je peux Oui. dire quelque chose par Oui, rapport bien sûr. au Chol et au Kodesh? J'imagine qu'il n'est pas le seul à avoir montré qu'on ne doit pas séparer le Chol et le Kodesh. Mais est-ce que finalement, le mouvement n'est pas de dire que on rend le Chol Kodesh? Le Chol aussi, il est Kodesh finalement. Ça dépend comment on l'aborde. Par exemple, si on étudie la physique, il y a des gens qui étudient la physique et qui voient dans ce travail quelque chose de Kodesh. C'est-à-dire que le Chol est le plateau sur lequel le Kodesh peut se dévoiler. Voilà, très bien. C'est une interdépendance. Le Voilà. Kodesh, quand il est que dans les mondes supérieurs, ben, il ne nous aide pas du tout. Voilà. Donc on a besoin d'une... En fait, si vous voulez, c'est ma chère Ben Yosef et ma chère Ben David. On a besoin des deux. C'est important de... Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Parce que ce n'est pas une concession qui est faite, c'est Pas le du tout. contraire. Au Voilà. contraire, bien C'est sûr. ça. Voilà. Non, non. Si vous voulez, mais c'est ce qu'il explique. Quand il te dit, moi, je vois la botanique de la terre d'Israël et tout d'un coup, les versets prennent vie, ben, le mec, il pourrait dire, moi, je vais étudier la botanique et puis c'est tout. L'autre, il pourrait dire, je vais étudier les versets et puis c'est tout. Il dit, non, moi, je vois la botanique d'Eretz Israël faire vivre les versets. Voilà. Chazak u'Baruch. תודה רבה. Merci. Yofi. Kol hakavod. Bye bye.
Écoute, prends plutôt tes cannes, parce que si tu veux marcher un peu, je veux bien, mais après, je te mets sur la chaise roulante. Je pensais même pas à les prendre. Alors prends pas tes cannes. Alors, les prends pas. Si tu veux. D'accord. T'es fermé ta fenêtre là? Oui. Fais un peu de dehors. Oui.